Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Paris Images Conférence. Pour cette conférence organisée par Film France et le CNC dans le cadre de Paris Images. Aujourd'hui, nous allons parler de les territoires acteurs de la relance. Comme vous le savez, les territoires sont des partenaires essentiels du secteur et dans ces mois qui s'ouvrent à nous et dans ces moments qui suivent cette crise terrible de 2020, les territoires sont bien décidés à être acteurs plus que jamais et partenaires plus que jamais du secteur. Nous avons pour ceci convié avec nous aujourd'hui 4 acteurs de terrain, 4 personnes qui sont véritablement des chevilles ouvrières de ces mécanismes de soutien à la production audiovisuelle et cinéma, et qui vont nous donner les informations sur la manière dont les territoires vont accompagner la filière dans les mois à venir. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mia Billard de Alka Nouvelle-Aquitaine, Delphine Jouan de Bretagne Cinéma, Léo Pignot de l'Agence culturelle Grand Est, et en duplex avec nous de Montpellier, Marin Rosenstiel d'Occitanie Film. Alors, allons droit au but et peut-être revenons à l'origine. Comment, au moment de cette crise, comment avez-vous réagi? Quelles ont été les premières, quelque part, opérations qui ont été décidées dans le feu de l'action? Léo, peut-être, tu veux nous parler de comment vous avez réagi, puisque vous avez été une des régions quand même frappées en premier. Eh ben, alors, donc moi je vais commencer par me présenter. Je suis Léo Pignot, donc je suis un des 3 chargés du bureau d'accueil des tournages de l'Agence culturelle Grand Est. Donc on est répartis sur l'ensemble du territoire en 3 antennes et pour couvrir ce grand territoire. Et donc en fait, plutôt que d'agir, en fait, je parlerais de première réaction a été plutôt de faire un état des lieux, en fait, déjà d'essayer de maîtriser un petit peu ce qui se passait, de mieux comprendre et de faire un état des lieux de la situation. Donc en fait, nous, tout de suite, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de faire un suivi très fin et un état des lieux très fin du tournage qui s'est arrêté. On a une seule série télé qui s'est arrêtée au moment du premier confinement, et aussi de toutes les prépas qui étaient bien avancées, qui se sont arrêtées. Donc on a fait ça de manière ensuite très régulière, et c'est vraiment notre première démarche, ça a été celle-ci, de faire cet état des lieux et aussi de pouvoir aussi le rendre compte du coup à l'ensemble des partenaires du territoire, la région, les autres institutions, la filière aussi, à travers toute une cellule de crise qui a été mise en place entre la région et l'État, auquel on a été partie prenante. Donc voilà, il y a eu vraiment ce travail-là qui était un peu plus large même, puisque l'ensemble de l'agence culturelle a un peu développé une nouvelle compétence pour être centre de ressources sur toutes ces thématiques-là. Donc essayer de recueillir le maximum d'informations sur cette situation de crise, les mesures qui étaient très vite mises en place un peu dans tous les domaines, économiques, national, etc., pour pouvoir accompagner au mieux la filière culturelle du Grand Est et leur donner ces informations-là. Donc voilà, on a fait ce travail de suivi régulier. On a suivi aussi du coup tout ce qui commençait à se réfléchir au niveau national avec les mesures de préparation du CCHCT, etc., pour pouvoir être prêt ensuite quand la reprise arriverait. Et donc, avec tous ces éléments-là, on a participé donc à cette démarche et cette situation de crise qui a été mise en place par la région et la DRAC. Donc il y avait une cellule thématique, donc notamment sur l'audiovisuel, où toutes les semaines, tous les acteurs se retrouvaient sur des thématiques différentes en visio pour échanger sur tout cela. Et à l'autre bout de la France, en Bretagne, ça s'est passé comment, Delphine? Oui, bonjour. Donc, je suis Delphine Jouan, coordinatrice de l'accueil des tournages au sein de Bretagne Cinéma. À l'annonce du confinement, ça a été un peu la sidération. Jamais personne n'aurait pensé vivre un événement pareil. Mais tout de suite, on s'est dit, on va continuer le travail de fond, d'accompagnement des projets qui étaient en cours, continuer de se projeter et les accompagner au mieux, comme on fait d'habitude, sur toute leur recherche de pré-repérage de décors, de collaborateurs, techniciens, prestataires, comédiens. Suivre les films, ça a été d'abord la priorité. Ensuite, on s'est dit qu'il va falloir faire ce travail de veille de la crise sanitaire et de pouvoir, puisqu'on naviguait tous à vue,
de pouvoir suivre l'évolution de cette crise et les réflexions du secteur. Donc on a participé activement avec le réseau Film France très régulièrement à toutes ces réflexions entre tous les accueils de tournage. Et puis a été décidé très vite en Bretagne, il y avait 2 comités pour la fiction longue au tout début du confinement. Et on s'est dit le meilleur soutien qu'on puisse apporter dans un premier temps, c'est de maintenir ces comités et d'envoyer un signe fort aux productions, de dire voilà, les comités vont se passer, des films vont être soutenus, et ça a permis aux productions de se projeter et d'envoyer un message fort aux films qui arrivaient sur le territoire. Et plus au sud, en Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci. Donc Mia Billard, pour la responsable de la commission régionale du film pour la Nouvelle-Aquitaine. Oui, en effet, alors on a fait, comme sans doute toutes les régions, finalement, effectivement, ce travail de veille, d'accompagnement, de photographie, en fait, de la situation à cet instant T de crise. Nous, en l'occurrence, on avait quand même beaucoup de tournages à cette période-là. Donc quand tout s'est arrêté, ça a été assez difficile, mais on était là pour les accompagner, justement, dans ce qu'on pouvait mettre en place. Pareil qu'en Bretagne, on avait un fonds de soutien effectivement qui allait se mettre en place à ce moment-là et qu'on a gardé pour effectivement, alors en visio effectivement, ça n'a pas toujours été simple à organiser, mais ça nous a permis quand même de pouvoir continuer à soutenir la filière. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a une spécificité en région Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a une très forte structuration de la filière professionnelle avec toute la filière en fait qui est regroupée en associations. Donc on a très rapidement pris des rendez-vous visio évidemment avec toutes ces personnes-là pour comprendre où ils en étaient et quelle était leur situation, donc aussi bien avec l'association des auteurs, des producteurs, des techniciens, des industries techniques. Et on a également une structuration de bureaux d'accueil des tournages qui nous a permis aussi d'être au plus proche du territoire, parce qu'on a 6 bureaux d'accueil des tournages qui couvrent toute la région Nouvelle-Aquitaine et qui nous a permis du coup d'avoir une double entrée de veille finalement de la crise et par le côté professionnel avec les associations professionnelles et avec les bureaux d'accueil des tournages sur les territoires. Donc voilà, ça nous a permis de pouvoir très rapidement faire une photographie de ce qui se passait et de ce dont avaient besoin les territoires et les professionnels en cette période. Et effectivement, grâce au réseau Film France, on a continué à rester en veille de ce qui allait ce qui allait continuer à se profiler avec heureusement l'aide de la CCHSCT, avec effectivement toutes les recommandations nécessaires à la reprise du travail dans les bonnes conditions, qu'on a pu effectivement rapporter rapidement à nos professionnels pour remettre tout en marche. Et pour terminer ce petit tour de France, Marin, en Occitanie, comment... Oui, bonjour, je suis Marin Rosenstiel, responsable de la commission du film au sein de l'agence du cinéma de la région, Occitanie Film. Je ne vais pas revenir sur, effectivement, nous avons fait dans l'ensemble exactement ce qu'ont pu faire nos collègues ici présents dans les autres régions. Essayer surtout de garder du lien très fort, effectivement faire un état des lieux, créer du lien et se mettre tous aux outils digitalisés pour échanger. Après, c'est vrai qu'il y a se poser toutes les questions aussi quand on parle du mi-mars, pardon, toutes les questions sur la question de l'intermittence, la question des règles sanitaires, la question des assurances pour les films. Et on a contribué, évidemment, avec le soutien de Film France, à essayer d'y voir un petit peu plus clair pour essayer on s'est surtout fait relais d'un maximum d'informations tout en animant des liens entre la filière et faire également cet état des lieux. Voilà. C'est sensiblement la même chose que ce qu'ont fait tous mes collègues dans les autres régions. Et alors, au lendemain, donc au moment du déconfinement, au moment où toute la profession se posait la question de comment faire pour repartir, est-ce que je peux vous interroger les uns et les autres sur comment vous avez appréhendé ce moment-là, ce moment un peu délicat où personne ne savait comment faire, notamment dans vos rapports avec vos territoires, c'est-à-dire les villes, les décors, les lieux de tournage. Mia, peut-être tu veux... Alors, il a fallu faire beaucoup de pédagogie, ça c'est sûr. Les décors avaient souvent peur de réaccueillir des tournages, comment ça devait se passer. Grâce finalement quand même à tout ce qui avait été mis en place au niveau national, et les accords CSHCT comme on disait, et d'autres choses, ça nous a permis quand même de pouvoir leur prouver que c'était possible, qu'on pouvait recommencer les tournages dans certaines conditions. Pour autant, on a eu des moments de doute, des moments où certains décors ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas accueillir d'équipe. Donc il a fallu être très réactif, aider évidemment
évidemment toutes ces productions à reprendre et à trouver d'autres décors, des décors de substitution. Nous, effectivement, avec le réseau des bureaux d'accueil des tournages, pendant le premier confinement, on avait fait en sorte très rapidement d'établir un catalogue de studios, d'usines désaffectées et de lieux pouvant éventuellement accueillir justement des tournages si jamais les décors publics ouverts, les hôpitaux, les commissariats, etc., décidaient de ne plus recevoir de tournage. Donc ça nous a permis effectivement de pouvoir leur montrer qu'on était présent, qu'on pouvait leur trouver d'autres solutions pour se remettre au travail rapidement. Voilà. Et en grand test, vous avez, il me semble, pas mal travaillé avec les villes, Léo, si je ne me trompe pas. Oui, ben, en fait, comme habituellement, en fait, on a essayé de travailler à la coordination, à la facilitation un petit peu. Comme disait Mia, on essaye de faire le lien, de rassurer, d'être pédagogue. Et donc, outre l'action qu'on a menée auprès de la filière, on travaille en particulier effectivement auprès des territoires pour les accompagner là-dedans et leur donner les informations qui vont leur permettre de prendre les décisions effective sur l'accueil de tournage. Il s'avère que nous, en plus, depuis quelques années, on a mis en place un réseau des collectivités locales engagées dans l'accueil de tournage avec la région, le bureau d'accueil et 10 collectivités du Grand Est qui s'appelle le réseau Plateau. Et donc on a travaillé en particulier avec ces collectivités-là dont les liens et la préparation pour l'accueil de tournage sont particulièrement poussés puisque c'est là où ont lieu la majorité des tournages en Grand Est. Donc on a travaillé avec eux pour voir les points de blocage et essayer de rassurer, de faire avancer tout ça. On a essayé aussi sollicité la préfecture quand c'était nécessaire pour avoir des cadrages qui permettaient aux collectivités d'engager une autorisation ou autre. Et donc on a essayé un petit peu de faire, comme d'habitude, un petit peu l'interface et le lien entre tout ça. Et ensuite, on s'est aussi... il fallait se montrer encore plus réactif et s'adapter rapidement parce qu'effectivement, les tournages, justement, s'adaptaient et étaient réactifs à ce niveau-là. Et donc, il y a des tournages qui se rapatriaient, qui changeaient leur organisation. Nous, par exemple, on a eu un tournage d'un unitaire télé qui se tournait à Paris avant le confinement, qui, dès le déconfinement, est venu se tourner en Grand Est parce qu'il ne pouvait plus tourner à Paris. Donc, il a fallu accueillir ces tournages qui étaient... qui n'était pas prévu suffisamment en amont comme d'habitude. Et en Bretagne, vous avez aussi récupéré des tournages ? On a récupéré effectivement le tournage d'une publicité pour Hermès qui devait se tourner en Sardaigne. Et bizarrement, mais c'était très bien quand même, ils sont venus sur la côte de Granit Rose parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était trop compliqué de traverser les frontières et d'aller s'installer en Italie. Donc oui, ça a été un tournage immédiat en juillet qui s'est rapatrié chez nous. Et peut-être, pour redescendre de nouveau au sud, en Occitanie, Marin, vous avez une particularité quand même, c'est l'accueil de pas mal de quotidiennes. Comment ça s'est passé pour les quotidiennes, cette reprise ? Alors les quotidiennes, la particularité des quotidiennes, c'est que c'est des outils extrêmement bien rodés et en même temps ce sont des outils d'envergure puisqu'on parle d'environ 200 personnes qui travaillent pour chacune des quotidiennes par jour. On parle de 3 équipes de tournage, il y a les équipes studio, donc il y a les équipes de France TV installées à Vendôme, en périphérie de Montpellier et les équipes pour Ainsi Grand Soleil et puis les équipes de TF1 avec Demain nous appartient qui est installé à 7. Ça a été effectivement tout de suite, ils ont mené une réflexion sur les règles sanitaires. Ils n'ont pas attendu l'édition du CHSCT, des règles sanitaires. Ils ont produit leur propre protocole, extrêmement fourni d'ailleurs et extrêmement strict. Et eux, ils avaient une particularité, comme je vous l'ai dit, ce sont des outils qu'on puisse arrêter brutalement. Effectivement, ils avaient anticipé l'arrêt au 17 mars. Et quand ils ont repris, effectivement, Demain nous appartient, par exemple, de la série pour TF1, produit par Tel France, a redémarré dès le 11 mai. Donc je pense qu'ils font partie des tournages qui ont ouvert un peu le bal de reprise, mais je précise que leur organisation permettait ce type de reprise imminente, puisqu'on parle d'une série quotidienne avec des programmes, des plans de travail extrêmement bien rodés, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça a donné un peu le ton. Et effectivement, la première chose, c'était l'inquiétude sur l'espace public, hein, évidemment, parce qu'il fallait quand même pouvoir lire entre les lignes les interprétations entre les arrêtés du gouvernement, des préfectures,
il y avait certaines nuances, je pense des exemples comme peut-on installer des barnums de cantine sur l'espace public, a-t-on le droit de se réunir à plus de tant de personnes. C'était un contexte effectivement un petit peu difficile parce qu'on parlait de 10 personnes à l'époque, mais alors c'est une activité professionnelle, il a fallu effectivement faire beaucoup de pédagogie auprès de beaucoup de monde, des collectivités locales, des propriétaires de lieux, pour expliquer qu'il s'agissait bien d'une activité professionnelle et non pas d'une manifestation publique de type culturel. Voilà. Donc effectivement, Demain nous appartient, par exemple, de TF1, avait fait d'emblée le choix de travailler exclusivement pendant les 15 premiers jours sur des décors purement privés ou bien dans leur propre studio, qui est de fait un lieu privé. Voilà. Et bon an, mal an, comme ça, tout s'est plutôt très bien remis en ordre de bataille, avec effectivement un protocole sanitaire extrêmement sévère et très strict qui est encore respecté aujourd'hui. Alors, au final, à tous les cas, la question que je vous pose, c'est quel bilan faites-vous de cette année 2020? Est-ce que ça a été une année catastrophique ou une année pas si mauvaise au final? Mia, pour commencer. Alors, très clairement, au niveau des tournages, ça n'a pas été une année si terrible. On a grosso modo autant de jours de tournage en 2020 qu'en 2019, un peu plus de 1000 jours de tournage en fiction sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on a constaté en revanche, c'est que de nombreux longs métrages qui ont été suspendus ou qui étaient en préparation, alors tous ceux qui étaient effectivement en tournage au moment du premier confinement ont repris et ont terminé, mais tous ceux qui auraient dû se passer, une grande partie de ceux qui auraient dû se tourner en fin d'année, en revanche, se sont reportés. Ce qui nous a fait passer, on a toujours eu plus de fiction télé que de long métrage en région, donc, mais grosso modo c'est 60%, 40%. Et là, dans nos dernières statistiques, on est tombé pour 2020 à 80% de fiction télé et 20% de long métrage en tournage. Donc pour à peu près le même nombre de jours de tournage, on a quand même énormément plus de fiction télé. Beaucoup de plateformes qui sont arrivés quand même, qui ont réussi, eux, à tourner assez rapidement aussi, parce qu'ils avaient des protocoles et surtout, ils avaient des assurances comme Netflix ou autres, qui leur permettaient de très rapidement pouvoir remettre leur activité en place sans passer par voilà, tout un système plus compliqué en France. Donc voilà, ça a permis pour les techniciens quand même de faire pas mal d'heures, pas mal de contrats, ça, il n'y a pas eu de souci. En revanche, la filière post-production est beaucoup plus mise à mal et la filière production tout court, nous en région, qui est une grosse filière, auteur et production, qui est vraiment en revanche assez atteinte par cette crise et c'est... voilà. En Bretagne, mon constat ? En Bretagne, une année pas si mauvaise non plus, avec, comme en Nouvelle-Aquitaine, finalement le même nombre de jours de tournage quasi équivalent à 2019. Pas d'inversion télé long métrage comme en Nouvelle-Aquitaine. Par contre, nous, au contraire, on a eu plus de longs métrages que l'année d'avant qui se sont tournés sur le territoire. Et je pense que ça a été l'effet immédiat des comités de soutien qui ont eu lieu pendant le confinement. Ces films-là se sont tournés immédiatement en fait, sur le territoire et ont été très générateurs en termes d'embauche et de retombées économiques. Donc il y a eu un équilibre entre tournage télé, tournage long métrage. Et les techniciens ont pu travailler largement sur les films et on a vu, même en termes d'embauche, ça a été plus positif puisque ça a été des contrats plus longs, des contrats plus structurants. Certains sont passés chefs de poste. Donc une année pas si négative que ça. En Grand Est, Léo? Oui, effectivement, en termes de volume de tournage, je pense qu'on fait tous un peu le même constat, c'est que ça a été une année plutôt bonne. Nous, on a même eu plus de jours de tournage qu'en 2019, qui avait été une année un peu faible, qui avait marqué un peu le pas du développement qu'on menait depuis 2016. Mais cette année, elle a permis voilà, de reprendre ce développement. Donc ça, c'est très positif. Moi, je retiendrai aussi le fait qu'il y ait une reprise des tournages très rapide dès juin pour nous. Et sans problème majeur au final. Il y a eu forcément toujours des situations un peu de crise avec des arrêts de tournage avec cas Covid, mais aucun tournage mis en péril. Et effectivement, un second semestre avec une très forte activité. Et je pense aussi en plus partout en France, ce qui a permis en fait une embauche locale aussi beaucoup plus poussée et donc qui a permis aux techniciens effectivement de rebondir. Moi, aussi,
je tirais comme bilan positif le fait qu'il y ait une grande adaptation des partenaires locaux, des collectivités, des territoires dans l'accueil de ces tournages-là, et qu'ils ont montré en fait vraiment leur efficacité une fois encore. Et bien sûr, on travaille pour les tournages qui ont pu, eux, se dérouler normalement en fait, sur ce deuxième semestre, mais on pense forcément à l'inverse à tout le reste de la filière et du secteur de cinéma, les exploitants, les associations d'éducation à l'image qui ont été, elles, beaucoup touchées, et donc on garde ça en tête quand même. Absolument. Marin, bonne année ou année catastrophique? Oui, complètement. Paradoxalement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur sur l'année 2020, c'était une très 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 bonne année dans la continuité des années précédentes. Ça paraît un petit peu curieux, mais c'est vrai qu'on l'a très vite senti parce que traditionnellement, on tourne beaucoup moins en juillet-août en Occitanie, pour des raisons assez simples. C'est que c'est une région effectivement qui est plutôt très touristique, donc ça rend les choses plus complexes d'accueillir des équipes de films pour pouvoir bénéficier tout simplement de la question des hébergements. Il y a une surfréquentation touristique, donc, et la lumière parfois aussi moins intéressante dans cette période-là. Donc on avait tendance à tourner même quasiment pas du tout entre le 15 juillet et le 15 août, ce qui a été totalement le contraire. Donc on a senti un véritable embouteillage pendant l'été, qui s'est prolongé également tout l'automne, à la rentrée pendant l'automne, et même encore en hiver. On sent qu'il y a une vraie envie de tourner, puisque c'est un peu inédit aussi. C'est une période, là, actuellement, au mois de janvier, il y a beaucoup de tournages qui se déroulent. C'est vrai que la période de tournage est plutôt propice entre le printemps et l'automne dans la région. Donc effectivement, très paradoxalement, on se retrouve malgré tout avec plus de 11 longs métrages et une quinzaine de séries d'unitaires télé qui sont tournées en 2020. Les conséquences, on a eu en quelque sorte des petits problèmes de riches, c'est-à-dire que, et c'est tant mieux pour la profession, puisqu'il y a eu une vraie pénurie, qu'on continue d'avoir, une vraie pénurie de techniciens. Il y a plus d'1 millier d'intermittents plateaux qui travaillent, et on continue à avoir une vraie pénurie sur certains postes. Il y a vraiment beaucoup de postes en tension par rapport au volume d'activité. Alors, les techniciens, c'est effectivement un enjeu fondamental dans une période comme celle-là. Alors, on peut peut-être plonger un petit peu dans ce sujet-là, et je vais vous demander aux uns aux autres, qu'est-ce que vous avez fait en direction justement des techniciens qui sont quand même parmi vos interlocuteurs primordiaux? Alors voilà, quelles ont été vos initiatives dans ces mois, et quelles sont les initiatives que vous comptez prendre dans les mois qui viennent? Marin, tu veux peut-être continuer sur ce sujet? Oui, alors ça a été effectivement, tout le monde a un petit peu découvert les visioconférences, les échanges digitalisés, et effectivement ça a été l'occasion pour nous de rebondir, puisque ça nous a permis très tôt, début mi-mars, d'exploiter plus ce nouvel outil formidable qu'est Film France Talent, créé par Movie-Motion et Film France, qui nous permet effectivement de référencer tous les professionnels du territoire avec un outil effectivement très ergonomique. Et comme l'outil est en train de se mettre en place, c'était l'occasion de lancer des campagnes. Et pour ça, on a mis en place des ateliers, effectivement, en ligne, quoi, on en a fait peut-être une dizaine l'année dernière, pour inciter et encourager les gens et leur expliquer, pour les accompagner dans leur inscription et leur expliquer la pertinence de ce nouvel outil consultable par toutes les productions et visible en ligne. Voilà. Donc ça a été effectivement, les gens avaient du temps, on va dire, donc c'était aussi l'occasion de faire ça, et ce mode de fonctionnement du coup est resté, et on continue au-delà du confinement, et espérons-le qu'il n'y en aura plus, on continue d'organiser ces ateliers au fil de l'année. C'est devenu des rendez-vous pour les professionnels. Et en Bretagne, face à vos techniciens, quelles ont été vos initiatives? La même chose qu'en Occitanie. On a continué à accompagner les techniciens et les comédiens à s'inscrire dans Film France Talent, puisque c'est un nouvel outil pour eux. Donc, suivi des inscriptions en rendez-vous individuel, en visio. On a également créé, comme en Occitanie, des ateliers pour aider à l'inscription sur l'outil. Et puis, après, le suivi individuel de chacun, de valorisation des CV.
les comédiens. On a pu organiser, entre 2 confinements, continuer à organiser des shootings photos pour les comédiens. Enfin, on a continué notre travail qu'on faisait avant. Et il s'est même décuplé avec cet outil virtuel qui facilite les choses et qui permet de se donner rendez-vous assez facilement, finalement, et de se retrouver. Et puis, pendant le premier confinement, évidemment, on a beaucoup informé les professionnels de l'évolution de la crise, des protocoles sanitaires, de comment ça allait se passer pour eux, essayer de les informer aussi des mesures qui étaient mises en place au niveau national, au niveau régional, qui pouvaient être des mesures de soutien pour eux. Donc il y a eu tout ce travail de veille qui a continué aussi avec eux. Et voilà, et après on a continué de travailler sur les films, de les informer sur les projets qui allaient se tourner pour qu'ils puissent se positionner auprès des productions. Et on a continué de les soutenir comme ça. Et ça se prolonge, en fait, ce système de fonctionnement se prolonge même hors confinement. On continue aussi de se retrouver en visio pour des temps donnés, soit pour les inscriptions Film France Talent, soit sur d'autres problématiques à évoquer ensemble. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est visio à tout va également? Oui, c'est ça, mais c'est vrai que c'est peut-être une des bonnes choses finalement de ce confinement et cette crise, c'est vraiment, alors parfois un peu fatigué de tous ces Zooms ou autres visio, mais pour autant, je trouve que ça a vraiment facilité nos échanges avec les professionnels. Et on a très souvent, très rapidement mis en place des rendez-vous réguliers avec les associations dont je parlais tout à l'heure, et en l'occurrence l'association des techniciens Atana qui s'est créée en région Nouvelle-Aquitaine, pour justement comprendre, entendre, voir ce qui se passait chez eux. Ils faisaient remonter évidemment tous les besoins et toutes les problématiques des techniciens. Et nous, à l'inverse, on faisait ce travail de veille pour les informer de la crise et de l'évolution des protocoles sanitaires à mettre en place. Et on a également développé, nous, pendant cette période-là, un gros plan de formation qui va nous permettre de pouvoir accompagner au mieux justement les professionnels en cette période de crise, parce que on pensait qu'ils auraient du temps, parce qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de tournage. Bon, en l'occurrence, il y a beaucoup de tournage. Finalement, ça s'est pas tant arrêté que ça. Mais ça nous permet quand même de pouvoir les aider à structurer leur carrière. Et en plus, du coup, on a sauté sur l'occasion, évidemment, pour faire une formation, pour proposer des formations de référents Covid, des formations qui pourraient justement correspondre à leurs besoins en cette période-là. Donc voilà, on a fait un bon travail avec eux. Léo, en Grand Est, bah oui, je pense que comme mes collègues, on a essayé d'être ressources au départ, c'est-à-dire référencer et passer l'information des éléments qu'ils avaient besoin pour un peu suivre la situation et notamment par rapport à leur statut d'intermittence. Ensuite, effectivement, on a essayé de... Justement, on a vu que ce n'était pas toujours suffisant, cette ressource-là, pour les rassurer ou qu'ils aient tous les éléments de compréhension. Donc, on a travaillé avec Pôle emploi Spectacle, en fait, pour faire un webinaire en ligne. C'est aussi ça l'intérêt de ces outils-là, c'est de réunir beaucoup de monde plus facilement. Donc, voilà, on a pu, auprès de 80 techniciens environ, avec Pôle emploi Spectacle national, faire une conférence où ils ont pu répondre en fait à l'ensemble de leurs questions et expliquer toutes les mesures qui ont été décrétées donc à l'été. Donc on a fait ça à la rentrée en septembre, une fois que les mesures étaient bien actées. Donc ça c'était, je pense, en tout cas rassurant et utile pour eux. Et puis de la même manière qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a essayé de préparer la reprise et on a mis en place une formation Covid auprès de régisseurs de la région. Et en plus, voilà, on a vraiment pu voir que c'est des actions qui ont pu être utiles, je pense, pour les productions qui venaient tourner en région et pour le territoire, puisque ces référents Covid étaient embauchés sur les projets qui se sont déclenchés les premiers. Et jusque-là, actuellement, ils continuent à être embauchés sur ces postes-là de référents Covid. Et donc, vous avez vraiment organisé une formation Covid Manager pour un certain nombre de personnes en ligne, si je comprends bien. Oui, en fait, nous, on a sollicité le CCHSCT, Didier Garton et Eric Ozanne, qui sont intervenus pour une douzaine de régisseurs de la région, répartis sur l'ensemble du territoire, pour qu'on puisse avoir des régisseurs formés à ce métier-là. Alors on est sur des choses très courtes parce que l'idée c'est d'être réactif et de pouvoir vite se former à la base de tout cela. Et puis comme pour tout, ensuite on continue cette formation par l'expérimentation qui était nouvelle de toute façon pour tout le monde dans ce domaine. Alors si on
change peut-être un tout petit peu de sujet. Au plan de vos organisations respectives, au plan des dispositifs, au plan du réseau des bureaux d'accueil de tournage locaux, est-ce que cette période, vous avez observé, enfin vous avez mené des évolutions? Est-ce que vous avez changé un peu certaines choses? Delphine, peut-être tu veux commencer? Oui, la crise sanitaire, elle tombait en plein milieu d'un nouveau plan stratégique qui avait été engagé en Bretagne au printemps 2019. La région Bretagne a choisi de mettre plus de moyens pour le cinéma et l'audiovisuel depuis avril 2019. Et c'est un plan qui se déploie sur 3 ans. Donc la dernière marche, ce sera en 2021. Donc c'est vrai que la crise sanitaire arrivait en plein milieu de ce plan stratégique. Et du coup, ça a permis d'apporter un soutien fort au secteur, puisque ce plan prévoit plus de moyens pour le fonds d'aide. Donc le fonds d'aide sur 3 ans évolue et va être mieux doté. Une réglementation revisitée avec un nouveau comité création structurante qui a été créé, qui vise à attirer des films financés à 50% au moment du dépôt et de la fiction télé aussi. Donc qui permet d'avoir des projets qui sont structurants sur le territoire, tout en aidant aussi les films de création, donc avec un comité long métrage indépendant qui a été créé également. Ce plan prévoit aussi plus de sous pour la formation, plus de moyens humains avec une personne nouvelle qui est arrivée au fonds d'aide, une chargée de communication qui est arrivée au sein de l'accueil de tournage, des aides revisitées et puis des nouvelles aides créées, peut-être qu'on les évoquera tout à l'heure. Donc voilà, et puis surtout aussi a été décidé de prendre un nouveau nom commun et une ombrelle commune, Bretagne Cinéma. C'est une ombrelle qui regroupe l'ensemble des services de la région dédiés au secteur et surtout les 2 grands champs, c'est l'accueil des tournages et le fonds d'aide. Donc l'idée, c'est de communiquer largement auprès de nos interlocuteurs et qu'il y ait une seule porte d'entrée et de travailler vraiment étroitement, main dans la main, au tout début des projets fonds d'aide et accueil des tournages. Donc Bretagne Cinéma a été mise en place, ça devait être lancé au printemps 2020 avec des événements dédiés et évidemment ces événements n'ont pas eu lieu, mais ça a été lancé de manière virtuelle et puis on continue de communiquer sur cette nouvelle ombrelle. Mia, en Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Oui, alors assez bizarrement finalement c'était un petit peu pareil. On était en 2020 sur une année où l'agence ALCA récupérait la gestion du fonds de soutien, donc avec l'embauche de pas mal de personnes, donc de 4 personnes responsables du fonds de soutien, donc une personne pour le long métrage, une pour le documentaire, le court métrage et l'animation. Donc cette année a permis justement d'embaucher ces personnes-là qui maintenant travaillent au sein de l'agence avec la commission régionale du film. Donc ça nous permet d'avoir un lien très fort et de pouvoir travailler vraiment beaucoup plus facilement main dans la main pour justement proposer un meilleur service aux professionnels. Donc, mais ça, c'était indépendant de cette crise, évidemment. Et on était également en pleine concertation avec les professionnels pour la nouvelle convention CNC DRAC Région année 2020-23, du coup. Donc, en pleine concertation avec les professionnels. Ça nous a permis de pouvoir finalement comprendre que le lien, le réseau, de travailler vraiment tous ensemble, d'être solidaires les uns avec les autres, etc., était vraiment primordial. Et cette crise, on a vraiment encore fait la preuve. Et on développe de plus en plus de choses dans ce sens-là, en fait, de rencontres professionnelles, de veille justement du marché, etc. Donc ça, c'était très important. En 2020, en plus de ça, pendant la crise, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ceux qui étaient vraiment à mal, c'était les auteurs et les producteurs. Donc la région a décidé d'allouer du crédit supplémentaire en fait pour toute cette phase-là, qui était la phase d'écriture et la phase de développement des projets, donc qui vont directement aux productions et aux auteurs, qui leur permettent de pouvoir tenir un peu le coup pendant cette période-là. On a augmenté de 26% le crédit des aides à l'écriture et au développement, donc maintenant ça nous monte à 1 million d'euros sur ce genre de soutien, et c'est primordial pour soutenir la filière actuellement. Donc voilà, il y a eu des choses de faites et on continue à en faire, je pense que... Un grand test, Léo, est-ce que
Alors, on n'était pas dans une phase de structuration, de réorganisation, puisque la structuration à l'échelle du Grand Est avait eu lieu en 2016 et 2017. On avait eu aussi cette structuration du réseau plateau en 2018, qui s'est fait entre 2017 et 2018. Donc pas de gros changements, mais du coup, l'organisation spécifique cette année par rapport au niveau des institutions et de la structuration, c'est plus en fait justement cette gestion de crise entre la région et l'État qui a permis vraiment de collaborer avec la filière et avec l'ensemble des acteurs de la filière pour être à leur écoute et essayer justement de mettre en place plutôt des choses exceptionnelles en réponse à la crise et des nouveaux dispositifs qui, notamment, surtout pour par exemple les producteurs régionaux qui ont été beaucoup touchés, puissent répondre à des nouveaux appels à projets spécifiques, développés notamment en lien avec les télés locales. Ou une aide au programme aussi qui n'existait pas encore et qui a pu être mise sur pied. Et puis aussi parfois trouver des ponts intéressants, puisque à une époque où le spectacle vivant ne peut pas, par exemple, trouver son public et le public trouver les spectacles, les producteurs ont été appelés justement à un appel à projet pour des captations de spectacles vivants, concerts, théâtre ou opéra ou autres, et qui a permis de mener des actions comme ça qui permettaient de rejoindre différents objectifs. Et donc en traversant la France en diagonale, en Occitanie? En Occitanie, pas d'évolution particulière, mis à part déjà, je reviens un petit peu en arrière, maintenir effectivement l'existence, c'est-à-dire que bon, dans la bataille, la région Occitanie qui gère le fonds d'aide à la création n'a tenu que 2 comités pour l'exemple pour la fiction au lieu de 3 dans l'année, mais malgré tout ça s'est plutôt bien passé dans la mesure où l'argent, il y a sensiblement les mêmes sommes qui ont été engagées et comme je vous l'ai dit, ça n'a absolument pas perturbé l'activité. Donc ça c'est plutôt, avec 2 comités, on s'en est finalement très bien sorti. Qui est toujours un effet levier très fort sur l'activité. Environ 2/3 des films qui se tournent en Occitanie sont soutenus par la région Occitanie, en partenariat avec effectivement le CNC. Alors, à noter quand même un petit exemple qui a permis effectivement cette forme de réactivité, c'est que l'emploi reste toujours notre cheval de bataille, hein. C'est ce qui est le plus structurant. On vient aussi en Occitanie que parce qu'il y a la mer ou la montagne ou une belle campagne ou des beaux décors, mais aussi surtout pour la qualité des professionnels qu'on peut y trouver. Et donc on se retrouve effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, avec beaucoup de métiers en tension. Et ça a été l'occasion de mettre en place, puisque il est arrivé également dans la boucle une nouvelle quotidienne avec Ici tout commence, produite par TF1, qui a démarré en juillet. Et donc évidemment beaucoup de métiers en tension, dont ceux d'accessoiristes, machinistes, électro et j'ai oublié le troisième, oui c'est ça, machiniste, électro, accessoiriste. Et ça a été l'occasion justement de mettre en place de façon très réactive, et la région Occitanie a financé intégralement pour une trentaine de personnes ces formations fait en partenariat avec Pôle emploi et France Télévisions. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était un bon exemple. J'ai senti une vraie réactivité. Des fois, mettre en place des formations, ça peut prendre des mois. Ça doit s'inscrire dans des programmes de formation. Et là, contre toute attente, en l'espace de 3 mois, ces formations qui ont lieu actuellement au mois de janvier ont été mises en place dès le mois de septembre-octobre, avec un organisme de formation basé à Montpellier. Voilà. Donc ça, c'est des points très positifs de vouloir, dans la continuité, assurer les missions d'intérêt général et de service public. Alors, juste pour décadrer un tout petit peu le propos, parce que c'est quand même quelque chose qui me semble être d'une actualité brûlante, est-ce que certains de vos territoires ont développé une dimension éco-responsable dans le rapport à la production? Est-ce que vous avez profité de ce moment-là pour faire non seulement des changements structurels, comme on l'a vu, mais aussi avancer un petit peu dans cette dimension éco-responsable, notamment dans vos rapports avec les décors, avec les villes, ou avec, je ne sais pas, est-ce que vous avez des exemples de cette la nouvelle politique que j'ai mentionnée tout à l'heure s'accompagne aussi d'une charte des bonnes pratiques qui va au-delà de la transition écologique. C'est pouvoir s'engager dans 3 champs: transition écologique, égalité homme-femme et les droits culturels.
Donc cette charte a été écrite. Maintenant, l'idée, ça va être de pouvoir que les productions qui viennent tourner valorisent ce qu'elles font dans l'un de ces champs ou dans les 3 champs, pouvoir valoriser leur action. Et parallèlement, l'accueil des tournages, pouvoir mettre en place des ressources dédiées, pouvoir identifier les acteurs du territoire qui s'engagent dans ces champs-là et les personnes ressources bien identifiées. Donc ça va être le chantier de 2021 à établir le cahier et le répertoire de ces ressources et de ces personnes. Oui, c'est quelque chose d'évidemment nécessaire auquel la région a pensé depuis déjà un certain temps et finalement l'actualité nous a vite rattrapés. Nous, on s'appuie sur un dispositif régional qui s'appelle Terra Nova, qui est vraiment sur l'accompagnement justement de la transition vers l'écologie sur tous les domaines finalement que couvre le conseil régional. Et le cinéma en fait évidemment partie. On est accompagné d'ailleurs du collectif EcoProd qui nous aide beaucoup justement dans cette réflexion et dans cette mise en place voilà. On a déjà fait pas mal de journées d'information pour les techniciens, donc ça c'est quelque chose sur lequel on a déjà pas mal avancé, donc ils savent un petit peu à quoi s'en tenir au niveau de ce que ça veut dire effectivement d'avoir un plateau éco-responsable, aussi bien pour la régie, la déco, etc. Maintenant on va faire un gros travail avec les décors, les communes, parce que c'est bien gentil d'avoir un tournage éco-responsable, mais si derrière il y a des poubelles effectivement bien triées, mais que la municipalité ne met pas en place le tri des déchets, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais qui sont importantes à penser. Oui, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler, et également dans le référencement de nos prestataires avec cette volonté-là. On a évidemment comme but final de pouvoir valoriser justement les tournages éco-responsables, également avec des bonus comme le Fonds Île-de-France et la Corse au fonds de soutien. Mais avant ça, il faut qu'on structure notre filière là dans cette... Alors toujours au plan des perspectives de développement, j'aimerais vous interroger sur la dimension internationale. Est-ce que vous profitez un peu de ce moment pour effectivement vous ouvrir un petit peu? Léo, par exemple, je sais que vous avez beaucoup de frontières dans la région Grand Est. Oui, la région Grand Est, elle a 4 frontières, donc c'est un axe de développement qui est important, même pas que pour la question du cinéma et des tournages. Et en plus, du coup, là justement, en plus, ça rejoint un petit peu la question d'avant sur l'éco-responsabilité, puisque une des démarches au niveau du transfrontalier, c'est qu'on participe à des interregs européens pilotés par la région Grand Est, et le premier sur le Rhin supérieur à cet axe de travail-là, en particulier sur le green shooting. Donc on collabore avec nos homologues d'Allemagne et des différents territoires de l'Interreg pour travailler cette question-là des pratiques d'éco-responsabilité. Puis du coup, je fais une petite aparté pour revenir sur la question précédente, où nous l'éco-production, on avait mis en place des formations auprès des techniciens de la même manière, parce que je pense que c'est quelque chose qui se développe un peu sur l'ensemble du territoire, et il y a un intérêt par tous. Et cette année, c'était notre objectif vraiment de 2020, donc on a essayé de le poursuivre malgré tout, et on a travaillé justement avec les territoires, parce que comme le disait Mia, c'est effectivement un enjeu fort de les engager là-dedans. Et donc, on s'est appuyé sur notre réseau plateau pour expérimenter des boîtes à outils de solutions éco-responsables sur différents territoires, avec des productions en particulier qui vont nous permettre ensuite de les réutiliser par la suite. Donc on a fait ça sur Mulhouse, Nancy et Troyes par la suite, avec des fictions télé, en collaboration directe avec la collectivité. Donc voilà. Donc ça c'était pour revenir sur la partie éco-responsable, donc qui pour nous se répercute à l'échelle de l'international. Avec le Rhin supérieur, où on échange là-dessus. Et ensuite, on a un deuxième interreg qui a été mis en place cette année sur la grande région, avec la Belgique, le Luxembourg et la Sarre en Allemagne et le Grand Est. Et là, on travaille, nous en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'axes de travail, mais nous, on travaille en particulier justement sur les tournages transfrontaliers. Donc, on pilote une action à ce niveau-là pour essayer en fait d'améliorer ces tournages
transfrontaliers qui sont particulièrement spécifiques et difficiles à accompagner. Donc on collabore comme ça avec Wallimage, Screen Bruxelles, le Film Fund du Luxembourg et nos homologues de la SAR pour essayer d'améliorer cet accompagnement qu'on peut avoir là auprès des tournages qui vont se tourner à cheval sur deux pays. Et en Nouvelle-Aquitaine, l'international. L'international en Nouvelle-Aquitaine, en fait, elle a une double casquette. Elle est évidemment d'attirer les tournages internationaux sur le territoire. Hein. C'est quelque chose qui se fait d'ailleurs assez bien. On a accueilli ces dernières années quand même des films assez importants, pour ne pas les citer, Wes Anderson ou Ridley Scott, mais aussi une longue série chinoise qui a tourné quand même 2 mois sur Bordeaux, 7 jours sur 7. Donc c'était assez impressionnant. Ça a beaucoup formé nos professionnels. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, justement, on peut mettre en avant et en valeur, comme tu le disais Léo, mais les techniciens, voilà, une fois plus ils travaillent, plus ils se forment, et plus derrière on peut les mettre en valeur aussi pour attirer les tournages. Donc ça, c'est vraiment un de nos axes, effectivement, depuis quelques années. Et la région Nouvelle-Aquitaine a aussi, mais ça depuis 2012, beaucoup développé, on va dire, les producteurs en région qui travaillent à l'international. Donc on a beaucoup de productions locales qui font de la coproduction avec des producteurs internationaux, des films qui vont au festival, qui sont parfois primés, etc., qui ont vraiment pas mal de succès. En fait, on a réussi à faire cela avec notre fonds de soutien qui pouvait être octroyé à des productions locales, même si elles tournaient à l'étranger. Mais si le producteur était ancrés en région et que la post-production se faisait en région, ça leur permettait de pouvoir obtenir le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine sur des aides basiques du 1 euro pour 2 du CNC. Donc ça a beaucoup développé la filière des producteurs locaux, évidemment de la post-production. Donc ça vraiment, depuis 2012, nous a permis de commencer un peu à asseoir toute la filière professionnelle sur le territoire. Bon, mais on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, l'international, c'est compliqué. Hein, en cette période de crise, c'est vraiment peut-être là où le bas blesse beaucoup, hein, au-delà des salles et de l'exploitation. Pensons à demain. Voilà, mais pensons à demain, exactement. Et c'est pour ça qu'on continue à soutenir nos producteurs locaux en écriture et en développement de leurs projets à l'international. Et donc dans la dynamique Bretagne Cinéma que tu décrivais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une dimension internationale? Oui, il y a une dimension internationale. Il y a une aide au co-développement international qui a été créée dans le but d'accompagner, un peu comme en Nouvelle-Aquitaine, les sociétés de production bretonnes qui se sont mises au long métrage et aux coproductions internationales depuis quelques années. Donc le but, c'était de structurer ce mouvement et de pouvoir créer cette aide. Donc il faut être producteur breton pour demander l'aide. Et c'est d'avoir un réseau et de pouvoir aller vers des projets plus ambitieux et d'accompagner ce mouvement, et notamment dans l'animation aussi, parce qu'il y a plusieurs sociétés de production d'animation qui se sont orientées vers l'international depuis maintenant plusieurs années. Et même si l'international aujourd'hui est difficile, finalement le secteur de l'animation s'en sort un peu mieux parce qu'ils arrivent à lancer ce style de projet et qui sont en train de se fabriquer actuellement. Donc cette aide au co-développement international, créée depuis 1 an et demi. Après, la région est engagée dans une interrégionalité aussi avec la région Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire et la Bretagne, via un dispositif qui s'appelle Déclic, un forum de coproduction internationale piloté par Cyclic en lien avec Film en Bretagne et la plateforme au Pays de la Loire. Et donc c'est toujours dans le but de mieux se connaître déjà les producteurs au sein de ces 3 régions et de pouvoir élargir son réseau à l'international. La Bretagne est tournée aussi forcément vers les pays qui sont de culture et de langue celtique. Donc depuis plusieurs années maintenant, beaucoup de producteurs et une délégation participent au Celtic Media Festival qui permet de rencontrer beaucoup de diffuseurs de chaînes locales dans les pays de langue celtique. Et le Celtic Media Festival aura lieu l'an prochain, il devait avoir lieu en 2020 à Quimper en Bretagne, mais ça a été reporté. Donc aussi ouverture vers ces pays-là. Et puis après, bien sûr, en tant qu'accueil de tournage, notre souhait, c'est d'accueillir le plus de productions étrangères possible, même si dans le contexte actuel, c'est pas évident. Mais on a quand même eu la joie de continuer d'accueillir la série allemande Commissaire Dupin, qui vient depuis maintenant 10 ans en Bretagne. Donc ils ont réussi à venir en septembre-octobre tourner leur 9e épisode.
C'est très structurant, comme le disait Mia, pour le secteur. Ça permet à des techniciens de travailler avec des équipes étrangères, de se confronter à une autre manière de faire. Et puis, il y a une production exécutive bretonne, 1001 Films, qui travaille sur cette série depuis plusieurs années. Donc, on espère qu'ils seront là aussi en 2021 pour leur 10e épisode, puisque ça fera 10 ans qu'ils tournent en Bretagne. En tout cas, c'est une belle façon d'aborder finalement la dernière question que j'ai envie de vous poser. C'est qu'est-ce qui reste de positif dans ce qu'on vient de traverser et surtout dans la dynamique qui s'impulse maintenant. Qu'est-ce que vous retenez comme finalement, qu'est-ce qu'on aura gagné à traverser tout ça et surtout qu'est-ce qu'on va gagner à repartir? Marin, qu'est-ce qui reste de positif? Alors, ce qui reste de positif, je pense que c'était intrinsèquement lié au professionnalisme des intermittents et des intermittentes. C'est cette capacité à pouvoir rebondir et s'adapter. Et ça, c'est formidable. Le cinéma a prouvé une nouvelle fois l'expérience, du moins des techniciens et techniciennes français et françaises. Je pense également aux comédiens et comédiennes de pouvoir être très réactifs, s'adapter à tout moment. On avait coutume de perdre un décor, d'avoir des problèmes de plan de travail et tout ça, d'une manière générale, indépendamment de la crise Covid. Et je pense que cette profession en particulier a pu, et puis un tournage, c'est 4 semaines, c'est 8 semaines, c'est 12 semaines, c'est pas mettre en place un chantier, construire une maison pendant 1 an. Donc c'était formidable parce que cette activité en particulier était tout à fait adaptée à ça. Donc je pense que ça a plutôt stimulé, motivé, montré comment on pouvait adapter aussi toutes les contraintes fortes de règles sanitaires. Voilà. Même si paradoxalement, c'est vrai que les plateaux sont des lieux où il y a une très forte proximité et d'une manière générale, beaucoup de films ont été quand même épargnés par ça, à part quelques cas contacts ou quelques films malheureusement arrêtés. Mais je pense que ça a créé quand même, ça a maintenu cette dynamique. C'est vrai que la télévision s'en sort bien, même si on parle des longs métrages qui ont été tournés l'année dernière. Je pense que c'est beaucoup de films qui étaient des films en quelque sorte financés, préfinancés, qui sont des films qui étaient déjà dans les tuyaux fin 2019. On est dans l'attente de voir un petit peu comment va évoluer le champ de la production du long métrage. Par rapport surtout lié au financement, même si les collectivités locales seront toujours présentes. Et ça ne dépend pas, évidemment pas que de ça. Et après, c'est sur la télévision, hein, on a bien vu, ça peut être c'est un engouement dans lequel, par rapport à l'emploi, par rapport au jour de tournage en France, le fait que les plateformes connaissent un vif succès, ça peut être, et que commencent à s'intéresser de plus en plus à l'Europe et produire de plus en plus de programmes dédiés domestiques à différents territoires, dont la France, et que la télévision et les plateformes sont vraiment dans l'air du temps. Je ne dis pas ça au détriment des salles de cinéma qui souffrent beaucoup et dont on a cruellement besoin, mais c'est vrai que pour tout ce champ de la fiction télé, c'est également une aubaine et qui va permettre à beaucoup de gens de continuer de travailler, de continuer de faire beaucoup de films un peu partout en France et sur les différents territoires. Merci. Léo, qu'est-ce qui reste de positif? Je pense que, comme disait Marin, de la même manière que les techniciens ont montré leur professionnalisme et leur capacité d'adaptation, je pense que la conférence, elle est sur les territoires acteurs de la relance. Les territoires, justement, ont montré aussi cette capacité de rebond et d'adaptation et de professionnalisme, et que ce soit dans l'accompagnement de leur filière ou dans l'accueil des productions dans ces situations particulières. Et en tout cas, voilà, moi, c'est les retours qu'on a eus aussi des productions et des tournages, et c'est vraiment une satisfaction, je pense, de voir que malgré toutes ces difficultés, l'activité a pu rebondir avec un accompagnement approprié. Delphine? Oui, un peu comme Marin et Léo, la grande capacité d'adaptation des professionnels, parce qu'on naviguait à vue et puis tout d'un coup, tout le monde a tourné et tout le monde s'est adapté et ça marche très bien et tout le monde s'empare des protocoles et tout le monde est hyper respectueux des gestes barrières et ça fonctionne très bien. Et puis je retiens aussi la mobilisation qu'il y a eu de la part de tout le secteur, forte mobilisation pour ne pas sombrer et puis se projeter et continuer à vouloir créer et à faire des films. Donc la mobilisation de tout le monde, ça restera un peu le mot fort de 2020. Mia?
Oui, ben c'est exactement ça finalement, hein, la mobilisation, la réactivité. J'ajouterais peut-être la solidarité aussi. Je pense que toutes les filières se sont montrées solidaires les unes des autres, aussi bien les producteurs, les auteurs, les techniciens, mais aussi les festivals. Voilà, j'ai l'impression que vraiment tout le monde a réussi à se serrer les coudes dans cette période compliquée. Et ça, c'est très fort de voir que voilà, tout le monde peut marcher main dans la main quand il faut. Eh bien, on a besoin effectivement, je crois, de continuer à marcher encore un peu de main dans la main pour affronter ce qui nous attend. Et en tout cas, je n'ai aucun doute quand je vois votre enthousiasme sur le fait qu'on va y arriver. Et donc, il nous reste à conclure maintenant. Je vais remercier notre public de nous avoir suivis. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents. Donc, Mia, Delphine, Léo et Marin depuis Montpellier. Et je vous souhaite une excellente fin de Paris Images qui ne fait que commencer au moment où cette conférence est diffusée. Merci. Merci beaucoup. Merci.